À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun, les Nations Unies ont appelé le gouvernement à garantir un scrutin libre et transparent. Alors que plusieurs incidents récents suscitent des inquiétudes quant à la tenue d'un processus électoral équitable. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement du Cameroun à garantir un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et véritable. Un accès équitable à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentiel. Jeremy Lawrence, porte-parole du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a attiré l'attention sur les restrictions croissantes imposées aux partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. Mais le bilan de Paul Biya est catastrophique. Donc pour vous, M. Biya a clairement peur de Maurice Kamto et que c'est un véritable challenger qui pourrait basculer donc le régime Paul Biya. Il sait que s'il y a des vraies élections, les Cameroun aujourd'hui, les Camerounais ne vont pas voter pour lui. Donc ça c'est clair. Donc il n'a pas de bilan à défendre. Il a laissé son pays dans une situation, enfin, il laisse son pays dans une situation catastrophique. De retour sur le plateau présidentiel sous tension, peut-on encore parler d'opposition face à Paul Biya? Cameroun, octobre 2025, Paul Biya, 92 ans, président depuis plus de 42 ans, brigue un nouveau mandat, c'est officiel, mesdames et messieurs, mais cette présidentielle est déjà marquée par la controverse. Maurice Kamto, principal challenger, a été exclu du scrutin, mesdames et messieurs. Vous le savez, dans les rues, les manifestations sont réprimées, les arrestations se multiplient et la prison de Kondengui reste le symbole d'un pouvoir qui enferme ses opposants. L'ONU dénonce un espace civique réduit, les ONG parlent de mascarade électorale. Alors, peut-on encore parler d'élections crédibles au Cameroun? Le camp Biya a-t-il enterré l'opposition? Ou alors, tout peut encore arriver au Cameroun? Voilà les points du second débat avec nos co-débatteurs. Alors, que va-t-il se passer? Donc, on l'a dit, c'est officiel, Maurice Kamto est exclu de cette élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2025. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Baba, Stéphane? Bien sûr, en fait, c'est même pas une surprise. Et là, à l'entame des propos, on a dit que voilà, il y a certains instituts qui parlent d'élections plus ou moins bridées, en tout cas la légitimité de l'élection. Mais ça, on le sait, et puis ils vont le dire même après l'élection. Donc là, il n'y a pas de surprise. On sait que les élections, on ne va pas dire mascarade parce qu'il vaut mieux faire attention à nos mots, mais je cherche un synonyme de ça, mais en fait c'est fait. Aucune surprise pour vous? Aucune surprise, malheureusement. Vous savez ce qui allait se passer. En plus, malheureusement, c'est que Kamto, on pouvait penser qu'il y aurait eu un consensus, une mobilisation autour de lui, et je remarque plutôt que et l'opposition et les gens du pouvoir voulaient écarter coûte que coûte Kamto et laisser Kamto avec son parti. Donc le seul moyen pour moi, en tout cas au niveau légal, de créer une alternance ou de pouvoir battre le parti au pouvoir, c'était effectivement une union sacrée autour de Kamto. Ce n'est pas le cas, on dirait que les gens sont contents, ils cherchent les quelques voix de Kamto. C'est dommage et on sent même une résilience. Donc il n'y a aucun indicateur pour moi qui me dit qu'on assistera à quelque chose, en tout cas à un retournement de situation. Les dés sont déjà pipés. Donc, Je me tourne vers vous, docteur Camara, parce que le Cameroun, vous connaissez bien. Et qu'en pensez-vous? C'est vrai que tout récemment, sur le plateau, vous étiez plutôt positif en vous disant comme quoi il y allait avoir un sursaut donc, de la part des Camerounais, que les choses pouvaient changer, que Maurice Kamto allait concourir, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez encore? Oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant ce qui s'est produit finalement, parce qu'on aurait pensé peut-être que le fait que sa candidature a été rejetée, qu'il puisse avoir au moins une mobilisation en sa faveur, au moins de la rue, de ses partisans, et que certains ténors de l'opposition puissent aussi apporter leur soutien à Kamto. Alors, ou à défaut, que Kamto puisse lui-même se dire « ce n'est pas très grave, malgré tout, j'ai une légitimité que je vais utiliser pour essayer, moi, de faire rassembler l'opposition pour qu'il y ait une alternance coûte que coûte, et qu'on retrouve ensemble un candidat parmi les personnes qui ont été validées et que ce candidat puisse faire consensus, puisse rassembler pour qu'on puisse battre Biya. Or, mais on n'en est pas là encore, apparemment. Non, mais il semble que ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu des tentatives, je pense début août, il y a eu quelques tentatives
donc de rassemblement de l'opposition camerounaise qui n'ont pas du tout abouti parce que chacun joue un petit peu sa carte personnelle, et notamment les deux candidats du Nord, Bello et Bakary. Donc chacun joue sa propre carte, et surtout que Bello joue sur le fait que lui, étant un peu plus âgé, donc il essaie de faire jouer la carte de dire, moi, si les gens votent pour moi, dans tous les cas, ça ne serait qu'une période de transition parce que moi je suis âgé, je ne ferai qu'un mandat de 5 ans et mon rôle, ça serait justement de préparer une transition vers une vraie alternance. Bon, apparemment, ce scénario-là n'a pas l'air de porter ses fruits parce que apparemment d'autres candidats seraient toujours dans l'optique de se présenter. Maurice Kamto parle de crimes politiques concernant donc sa candidature. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est légitime de dire cela aujourd'hui quand on constate tout ce qu'il se passe, sachant que quand même, il faut le dire ici sur le plateau, il avait quand même apporté des preuves probantes concernant le fait qu'il avait eu une mascarade, qu'il avait eu une organisation contre lui et que voilà, il avait eu quand même des audios, etc., qui pouvaient éventuellement faire en sorte que sa candidature ne soit pas invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu, ça n'a pas abouti. Vous en pensez quoi? Peut-on parler de crime politique? Moi, je pense qu'on peut comprendre ses propos. Et moi, je dirais même que c'est un crime politique à double niveau, au-delà même de Kamto. Ceux mêmes qui sont censés élire les gens au pouvoir, quand on voit la manière dont ils sont matés, aujourd'hui, le régime qui est au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression qu'il écrase et il impose de force. Donc moi, je suis totalement raccord avec les propos de Maurice Kamto. Et je déplore aussi une chose que j'ai entendu dire ici mes copanélistes, c'est que dans ce genre de moment, l'opposition, normalement, doit faire bloc pour se mettre du beau côté de l'histoire. Mais il y a trop de velléités, de gloire personnelle. Alors, ça peut se comprendre pour faire étendre le champ d'action de son parti politique. Mais est-ce que, quand on est face à un régime qui est au pouvoir depuis aujourd'hui plus de 4 décennies, on pourrait ne pas se ranger autour d'une personne, ne serait-ce que pour nous libérer, pour s'émanciper du joug de quelque chose? Et ça pousse un peu à re-questionner la maturité parfois de ceux qui font la politique, c'est-à-dire le peuple en dessous de ce pays-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a pas eu de réaction concernant la validation de Maurice Kamto parce que tout simplement, les Camerounais ont peur? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Non seulement les Camerounais ont peur, mais que les Camerounais sont un petit peu désabusés. Ils se disent, ben voilà, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, le pouvoir, c'est qu'il y a les gens, vraiment, les gens en ont marre. La majorité des Camerounais, ils en ont marre de ce régime. Ils voudraient bien qu'il y ait un changement, mais malheureusement, vous voyez, ils ne trouvent pas. L'opposition, c'était à l'opposition de donner cette opportunité au peuple camerounais, donc pour que vraiment il y ait un changement. Or, malheureusement, l'opposition camerounaise ne s'est pas mise dans cette position. Et donc, du coup, c'est qui va jouer. Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'un candidat du Nord ait plus de chances parce que, électoralement, le Nord, c'est 40% d'électorat, ils disent. Alors, à condition qu'entre eux, ils s'entendent et que l'un laisse un petit peu la place à l'autre. Et en ce moment-là, que tous les soutiens de Kamto puissent voter pour ce candidat, peut-être là, il y aurait une chance. Sinon, telles que les choses sont parties, je pense que, même sans truquer les élections, je pense que Biya a toutes les chances de gagner. Est-ce que finalement aujourd'hui, en voyant tout ça, en voyant même que l'ONU donc tape entre guillemets du poing et que finalement il y a peu d'effets sur le terrain, est-ce qu'éventuellement c'est une voie qu'il faudrait creuser pour décanter un petit peu la situation? Baba, vous en pensez quoi? Le Cameroun est connu pour, quelles que soient les condamnations qu'on va leur mettre, je pense qu'ils y vont, il n'y a pas de souci. Mais le problème de ces dérives, c'est que je pense que même le régime sait que c'est en jouant sur la carte de la division. Et malheureusement, on entend beaucoup de stigmatisation, d'ethnicisation, et même l'interprétation de l'ethnicisation quand Libri Cabral parle de du fédéralisme communautaire. Tout de suite, on a pensé effectivement à ce qu'on appelle l'ethnicisation. Dès qu'on parle de Kamto, on pense à l'ethnie dont il le Bamileke généralement. Et surtout, les gens ne prennent pas en compte les réseaux sociaux. Autant on parle des médias, mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une hausse de ces paroles d'ethnicisation. En tout cas, je pense que le pouvoir joue sur ça pour la division. C'est-à-dire le pouvoir divise les Camerounais pour pouvoir finalement... Absolument, parce que là, la division, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une union sacrée,
Cabral Libri, d'ailleurs, son porte-parole a dû revenir en disant que, oui, effectivement, qu'ils se sont trompés sur le mot, en tout cas qu'ils demandaient pardon par rapport au fédéralisme communautaire. Et en plus de cela, il y a le Nord, il y a le problème des anglophones aussi de l'autre côté, et ces divisions attisent tous ces types de problèmes. Donc, le régime joue sur la carte de la terreur. Et je pense que ils vont passer outre. C'est ça qui est dommage. C'était une union sacrée. Ils ont trouvé la bonne voie pour diviser, pour ne pas. Néanmoins, beaucoup ne lâchent pas. Il y a la diaspora quand même qui essaie de se mobiliser. Tout récemment, il y avait Madame Calixte, qui était au micro et qui expliquait comme quoi ils n'allaient pas baisser les bras, les intellectuels du Cameroun se réunissent derrière un drapeau pour pouvoir tout simplement faire basculer les choses, et ils y croient. Donc ils y croient fermement. Est-ce que vous pensez que cette diaspora, ces intellectuels, ces différentes unions qui sont aujourd'hui peut-être divisées mais qui essaient de se rassembler sous un seul étendard vont pouvoir éventuellement changer la donne? Moi je pense que là, pour l'enjeu qui est celui des élections, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Sur du long terme, oui, pour essayer de faire évoluer les mentalités. Pour vous, la diaspora n'a pas de pouvoir, ne peut pas éventuellement changer la situation? Son pouvoir n'aura pas d'impact sur les élections qu'il y a là. Par contre, le pouvoir que la diaspora, de concert avec ceux qui sont sur place, peut avoir, c'est dans le changement des mentalités. Vous voyez, là où les dirigeants ont échoué, la diaspora peut essayer d'insuffler un vent nouveau. Est-ce qu'elle ne peut pas impulser quelque chose? Parce qu'encore une fois, les élections, c'est en octobre. Il peut se passer encore pas mal de choses. Est-ce que de l'extérieur, quelque chose peut être impulsé et finalement donner envie au changement? Vous ne croyez pas? Oui, je dirais oui et non, parce que la diaspora, malheureusement, camerounaise, elle est un peu plus désarmée que les autres diasporas, puisque on sait bien, on ne va pas revenir sur ces questions de nationalité, mais tous les Camerounais qui se sont intégrés ailleurs, et notamment en optant pour une nationalité dans leur pays d'adoption. Exactement, la double nationalité n'est pas tolérée. La double nationalité n'est pas tolérée, donc sont d'emblée exclus par rapport à ce mécanisme-là. Donc ça, le pouvoir ne va pas hésiter à utiliser ces instruments contre cette diaspora, y compris pour un petit peu la délégitimer vis-à-vis de la population. Donc ça, c'est un élément. Mais surtout, moi, j'ai vu que ces derniers jours, il y avait même une polémique dans cette... alors, pas simplement dans la diaspora, mais dans un petit peu, on va dire, entre les intellectuels, il y a quand même ces débats-là. Donc, on parle beaucoup au Cameroun en disant qu'il y a un vrai tribalisme, il y a une vraie discrimination contre les Bamileke, parce qu'il y a une déclaration de l'historien que vous connaissez, Achille Pembe, et d'autres disent non, c'est pas vrai, il ne faut pas instrumentaliser les Bamileke. Donc voilà, donc quand on voit ce type de débat, je crains que la diaspora ne puisse pas échapper à ce type de controverse aussi. Donc tout va se passer à l'intérieur? Et il faut un leader pour que les choses puissent changer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que Maurice Kamto peut jouer ce rôle de leader et éventuellement changer la donne? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre. Moi, je pense que, du moins, si on parle du tribalisme, la personne qui aurait pu changer ça, c'est Paul Biya. Pourquoi je vous dis ça? Au Congo, il y avait, à l'époque, au Zaïre, il y avait un phénomène pareil, avant, avec Mobutu. Mais Mobutu a instauré l'union zaïroise. À l'époque des Zaïrois, il n'y avait pas les ethnies, les Baloubal et tout ça, c'était le Zaïre. Vous voyez, et pourtant, Mobutu est réputé pour être à peu près ce que Biya est aujourd'hui au Cameroun. Donc je pense que l'exemple devait venir d'en haut, parce que le peuple ne respecte que la force. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui va venir instaurer un vent nouveau d'un point de vue mentalité. Moi, je pense que ça devait venir d'en haut. Donc, si les choses doivent changer, il faut que ceux qui vont soit succéder à Biya ou Biya version 2025 au pouvoir après les élections, qui puissent maintenant essayer, avec l'appareil qui l'entoure, d'instaurer ça au niveau de la population locale. Oui. Maurice Kamto, malgré son invalidation, promet de continuer fortement son combat démocratique, et donc il insiste dessus. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le positionnement qu'il a, vous considérez que, pas la guerre, mais c'est enclenché? En tout cas, il n'a pas désigné de candidat auquel il va soutenir. Ce que la plupart des opposants attendent, ils attendent que Maurice Kamto se positionne en disant « je vais soutenir tel candidat ». Sauf que, et je ne suis même pas sûr que ses partisans vont suivre s'il doit faire un mot d'ordre. Après, là où je rejoins Stéphane, ça va être l'après-Biya. Tout simplement, ça va se jouer sur l'après-Biya. Kamto peut... il ne faudrait pas qu'il se retire de la scène politique
parce qu'il est désabusé ou quelque chose comme ça. Mais il peut devenir en tout cas cette personnalité focale et essayer d'avoir un discours rassembleur, en tout cas avoir son mot à dire. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu retiré. À moins qu'il recule pour mieux sauter. J'espère pour lui et puis de voir à l'international. Après, juste pour revenir rapidement sur le rôle de la diaspora, ils n'ont aucun poids électoral, je veux dire, au niveau des chiffres. Et si vous nous dites que l'ONU même a dénoncé certaines dérives et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de changement, c'est que la diaspora met une lumière sur des injustices. Si l'ONU est partie, d'autres ONG ont mis cette lumière. Mais après, plus, ça peut faire c'est-à-dire l'ONU, plus la diaspora, plus les militants. Pas avec ce régime. En tout cas, une alternance ne se passera pas par les urnes. Vous n'y croyez plus. Pas par les urnes. Vous n'y croyez pas. Donc, finalement, quelle posture devrait adopter Maurice Kamto, qui aujourd'hui est invalidé, certes? Est-ce qu'il doit continuer à se battre pour tout simplement faire valider donc sa candidature? Est-ce qu'éventuellement il doit chercher à tout prix à se rattacher avec un autre parti pour pouvoir éventuellement faire pas plus cavalier seul, mais cavalier avec d'autres? Enfin, cavalier seul, il ne l'a jamais fait. Mais que peut-il faire? Oui, mais moi je pense que c'est vrai que les hommes politiques en Afrique, ils doivent aussi se dire que la démocratie, ce n'est pas que, ou les élections, ce n'est pas que l'élection du président de la République. Donc même si effectivement aujourd'hui il est empêché et qu'il reste légaliste, etc., mais il a une assise, d'accord, politique, il faudrait qu'il joue là-dessus, qu'il continue de se battre pour qu'au moins, après les élections présidentielles, lors des élections législatives et locales, que son parti puisse vraiment avoir plus de poids, et ça permet de préparer l'avenir. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être dans 5 ans, et dans 5 ans, il serait dans une position où politiquement, on ne peut plus l'empêcher d'être candidat. Mais est-ce que vous comprenez que les militants, que les Camerounais ne souhaitent pas entendre ces propos-là, savoir attendez 5 ans, on verra dans 5 ans. Aujourd'hui, oui, mais on peut se battre en disant partiellement aujourd'hui, il ne devient pas président de la République. Eux pensent aujourd'hui à savoir comment changer de système, comment faire en sorte que notre candidat soit candidat, comment faire en sorte de changer la présidence. Eux, c'est ce qui les intéresse. Donc, Sauf que cette volonté n'est pas encore exprimée. Par exemple, dans la rue, on serait attendu à ce que la jeunesse soit plus populaire. Alors, évidemment, il y a la répression. Parce que s'il y a répression, ça veut dire qu'on sait que le risque d'un soulèvement de la jeunesse existe, bel et bien. Donc, pour l'instant, le pouvoir essaie de gérer ça en réprimant, etc., en faisant taire les personnes, etc. Mais s'il y avait vraiment une vraie mobilisation populaire, peut-être que Maurice Kamto, ça lui aurait donné beaucoup plus de courage. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce que Stéphane a un petit peu expliqué tout à l'heure, le fait que Biya lui-même, il a toujours joué la carte du tribalisme, parce que lui, il s'est dit, les gens du Sud l'ont toujours soutenu, et d'ailleurs, là, ils se sont dit, maintenant, on ne le soutient plus, parce qu'il n'a rien fait pour le Cameroun, et encore plus, même rien pour nous qui sommes du Sud, et donc il sait bien qu'il n'a plus son assise à lui. Mais le fait qu'il arrive à continuer à opposer les Bamileke aux gens du Nord, les gens du Nord aux gens du Sud, il pense que politiquement, ça peut lui donner encore une chance, justement, de gagner ces élections-là. Donc maintenant, Kamto, lui, je pense qu'il devrait se mettre dans la position en disant, c'est pas grave, si je n'ai pas été candidat, c'est pas grave, on va se présenter à toutes les élections et on va voir, moi je vais tout faire pour amener l'opposition à s'organiser et on va voir objectivement quel est le candidat qui a le plus de chances de remporter contre Biya, ou à défaut en tout cas de faire tanguer. Voilà. Pour le coup, si je fais le parallèle avec la Côte d'Ivoire, où vous dites comme quoi finalement M. Ouattara est assuré de gagner, donc il pourrait laisser concourir donc, les challengers, est-ce qu'au Cameroun, si M. Paul Biya est assuré de gagner, pourquoi ne laisserait-il pas concourir Maurice Kamto? Est-ce que Maurice Kamto fait autant peur à Paul Biya au point de ne pas le laisser concourir? Parce que j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas gérés de la même manière. Pourquoi? Parce que Ouattara, on le voit, il est présent. Paul Biya, et beaucoup de gens pensent comme ça, c'est pas lui, c'est son entourage, les intérêts de son entourage. Donc c'est un peu compliqué. Là où Ouattara quand même est un peu futuriste dans sa manière de voir, Paul Biya, du haut de ses 92 ans, on n'a pas l'impression qu'il est, et c'est pour ça que les gens disent que c'est son entourage qui gère un peu la chose. Rapidement pour finir. Oui, pour finir, alors quoi qu'on dise, Aïcha, sur Ouattara, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Ouattara, il a un bilan à défendre. Depuis qu'il est là, il a fait quand même des choses qui sont identifiables, etc.
mais le bilan de Paul Biya est catastrophique. Donc pour vous, M. Biya a clairement peur de Maurice Kamto et que c'est un véritable challenger qui pourrait basculer donc le régime Paul Biya. Il sait que s'il y a des vraies élections, les Cameroun aujourd'hui, les Camerounais ne vont pas voter pour lui. Donc ça c'est clair. Donc il n'a pas de bilan à défendre. Il a laissé son pays dans une situation, enfin il laisse son pays dans une situation catastrophique.